Éditeur prédateur et revue prédatrice. Deux expressions toutes jeunes quand on sait qu'elles soufflent seulement leur 9e bougie en 2021. C'est à Jeffrey Beall, bibliothécaire à l'Université du Colorado, que l'on doit ces formules. On compte aujourd'hui environ 13 000 revues prédatrices dans le monde, publiées par près d'1 millier d'éditeurs. En 2019, un comité rassemblé par la revue Nature a établi une définition consensuelle des revues et éditeurs prédateurs. Les revues et éditeurs prédateurs sont des entités qui privilégient l'intérêt personnel au détriment de l'érudition et qui se caractérisent par des informations fausses ou trompeuses, des écarts par rapport aux meilleures pratiques éditoriales et de publication, un manque de transparence et ou le recours à des pratiques de sollicitations agressives et aveugles. Bon, pour simplifier un peu tout ça, il y a d'un côté les revues scientifiques sérieuses, dites légitimes, qui publient des articles scientifiques après les avoir faits évaluer puis validés par d'autres scientifiques spécialistes de ces questions. C'est ce que l'on appelle le peer review. Et il y a de l'autre côté les revues prédatrices qui se font passer pour des revues scientifiques et légitimes, mais qui publient des articles scientifiques sans aucune évaluation. Tout ça dans l'unique but de faire du profit express. Je laisse la parole à Monsieur Maisonneuve, spécialiste dans ce domaine, pour nous parler de ce sujet. Qu'est-ce qui distingue ces revues prédatrices, ces éditeurs prédateurs ? Revenons un petit peu en arrière dans leur apparition dans les années 2008, 2010, 2012. De jeunes informaticiens ont créé d'eux-mêmes et parfois de leur domicile 5-10 revues. Et ils vivaient de ces 5 revues avec leur épouse en publiant quelques articles. Je parle des années 2010. Puis le métier s'est professionnalisé et des grosses sociétés se sont créées. Et en 2020, ce sont de gros éditeurs prédateurs qui dominent le marché. Je cite Omix par exemple. Et ces éditeurs prédateurs, surtout faits en Inde, parfois en Chine, professionnalisent leur travail. Ils vont créer 100 revues, 500 revues, et ils vont employer beaucoup de gens, plus de 1000. D'ailleurs, on vous a parlé d'éditeurs prédateurs et de revues prédatrices, des entités liées mais bien distinctes. Un éditeur possède plusieurs revues et peut être qualifié de prédateur dès lors qu'il adopte une stratégie de prédation, publication avec un peer review inexistant ou quasi inexistant à l'égard des chercheurs et qu'il possède dans son portefeuille des revues prédatrices, même si ce dernier possède d'autres revues sérieuses et légitimes. On trouve aussi des revues prédatrices solitaires qui n'appartiennent à aucun éditeur. Un peu comme dans un film de Scorsese, il y a les professionnels du crime organisé et les amateurs. Les éditeurs prédateurs sont de plus en plus rusés et utilisent différentes stratégies d'opération. Il existe aujourd'hui de nombreuses ruses qui sont corrélées à des publics très ciblés. Nous présentons quelques-unes de ces stratégies, identifiées aujourd'hui par la littérature spécialisée sur le sujet. Il s'agit d'adopter un discours spécifique afin de persuader et parfois même de convaincre la proie. Cette stratégie rhétorique utilise les arguments du publish or perish. Le publish or perish explicite une réalité à laquelle sont confrontés les scientifiques aujourd'hui. Il s'agit d'une réelle pression à la publication sans laquelle l'ascension professionnelle et l'influence sont très limitées. C'est un phénomène identifié depuis plusieurs décennies et qui tend à s'intensifier au fil de l'évolution de la communication scientifique. L'éditeur prédateur, rusé et stratégique, a parfaitement compris cette nécessité de publication qu'ont les scientifiques. Les prédateurs se sont emparés des facteurs de prestige, gage de qualité de l'édition scientifique, afin de les utiliser comme appât premier dans leur discours visant à séduire les chercheurs. Ils revendiquent être des revues avec des facteurs d'impact conséquents, d'être indexés dans les bases de données internationales et de cette manière véhiculent un certain prestige. Ils mettent en place une confiance. Cette incarnation du prestige prend la forme de revues avec des titres incluant des mots forts, comme international ou encore globalized. L'éditeur prédateur se contente de rajouter un petit adjectif, d'inverser les mots, ou même parfois de ne pas du tout changer le nom de la revue légitime qu'il copie.
Il s'agit de maquiller, de littéralement mettre en place une drag review, véhiculant les codes et les aspects d'une revue légitime. Les mails de démarchage eux-mêmes prennent des formes très colorées, avec un discours flatteur, mettant presque sur un piédestal le travail du chercheur ciblé. Ces mails sont souvent, même si ce n'est pas toujours le cas, des spams, de plus en plus intenses et répétitifs, parfois allant jusqu'à radicalement polluer une boîte mail. Le détournement de la pression à la publication se fait notamment par des délais de publication très rapides. L'éditeur prédateur va jouer sur cette rapidité d'acceptation et de publication des manuscrits pour permettre à certains chercheurs d'entrer dans un rythme de publication intense, multipliant les articles et ainsi ayant l'impression de gagner de la notoriété et de la valeur sur le marché scientifique. Il se trouve que dans le domaine biomédecine, STM, l'article a une valeur marchande. Valeur marchande parce que l'article permet d'augmenter un CV et d'avoir des promotions, parce que l'article permet des allocations de ressources dans un dossier que l'on dépose à une agence de recherche, et tout est focalisé sur l'article dans le segment STM. Dans le segment SHS, sciences humaines et sociales, le livre a une valeur. D'autres éléments sont appréciés pour les promotions, pour les ressources. Donc, dans le domaine STM biomédecine, les revues prédatrices sont venues parce qu'il y avait probablement plus de clients, plus d'argent et que l'article a une vraie valeur marchande. On a pu progressivement monter les prix et les chercheurs, supportés parfois par de l'argent public mais aussi par de l'argent privé, n'ont pas vu de problème à l'augmentation de ces épiciers pour être publiés. Il s'agit d'un véritable mirage dans lequel les chercheurs sont mal informés et peuvent se laisser dévorer. Il est en réalité question d'une collection de coquilles vides, d'articles qui n'ont pas connu le véritable travail d'édition scientifique. Ils n'ont pas été soumis au peer review, à la certification par les pairs, ils n'ont pas été relus, amendés, certifiés par un comité d'experts qui constitue l'essence même de la mission d'édition scientifique. L'argument des délais de publication courts n'est qu'une poudre aux yeux, derrière laquelle se cache une réelle négligence, voire même inexistence, du travail d'édition scientifique. Pour distinguer la revue prédatrice de la revue légitime copiée, il faut donc se renseigner sur ceux qui la tiennent, parcourir sa plateforme web, observer ce qu'elle a de publié, d'une manière générale, se renseigner sur son identité réelle. Le risque est tel que certains prédateurs, ayant volé le nom des revues légitimes, sont tellement bien indexés par les moteurs de recherche qu'ils remontent avant les revues légitimes. L'idée globale est celle d'un camouflage dans le corps des revues légitimes. Les éditeurs prédateurs sont des parodies. Ils vont s'emparer de tous les éléments qui participent à l'apparence d'une revue légitime, sans les éléments qui fondent et sur lesquels se construit réellement la légitimité. Lorsque l'on creuse ce qu'ils prétendent être, on se rend compte de la supercherie. Il suffit par exemple d'un abonnement dans les bases de données pour s'apercevoir qu'ils ne sont pas indexés. Pourquoi ces revues prédatrices représentent-elles un danger pour la population ? Le problème de ces revues, c'est qu'elles n'offrent peu, voire même pas d'évaluation des contenus publiés par les chercheurs. Ceci représente donc un danger direct pour la population qui a accès, via les moteurs de recherche Internet, à des informations non certifiées et non validées. Ces revues posent un réel problème de décrédibilisation. Les citoyens n'ont plus confiance et se méfient des sciences et de l'open access. L'open access, ou libre accès en français, est la mise à disposition de la recherche scientifique permettant à chacun d'accéder gratuitement via Internet aux résultats de recherche publiés par les chercheurs. Il peut s'agir d'articles scientifiques, mais aussi d'ouvrages, d'actes de colloques ou encore de données de recherche. Ainsi, n'importe quelle personne utilisant quelques mots-clés sur un moteur de recherche peut avoir accès à de l'information scientifique, mais cette information-là n'est pas validée et peut contenir des erreurs ou être complètement fausse. Cela a pour conséquence la désinformation des populations sur les sujets scientifiques et vient semer le doute quant à la fiabilité des discours tenus par les chercheurs honnêtes.
impact très négatif en cas de crise, comme avec le cas de la Covid-19 par exemple. Les préjudices aux chercheurs et aux professionnels de la science sont divisés en 2 points. D'un côté, on retrouve les chercheurs qui offrent le fruit de leur travail à des revues véhiculant une image douteuse et qui ne sont pas reconnus comme bons vecteurs de connaissances. Ils n'en ont pas toujours conscience. De l'autre côté, certains chercheurs publient en ayant conscience du caractère prédateur de ces revues. Ils le font pour des raisons économiques ou pour la facilité de publication. Cependant, ces pratiques encouragent la prospérité des revues prédatrices et portent préjudice à la communauté de chercheurs. Cela entraîne une baisse de la confiance en la science qui n'est pas passée par le peer review. Enfin, la pérennité de cette recherche est menacée car les revues prédatrices peuvent parfois disparaître, enlever, changer. Le volume augmente de ces articles dans les revues prédatrices, soit parce qu'il y a une ignorance des chercheurs, soit parfois de la complaisance. Et je terminerai sur un exemple de complaisance. Je connais une start-up, et la start-up, c'est une société qui a besoin de trouver de l'argent pour survivre et pour se financer, et cet argent, elle va le chercher auprès de financeurs, de banquiers. Je connais donc une start-up qui publie dans une revue prédatrice. Ensuite, ces articles obtenus en 3 semaines, elle va les porter à un banquier ou un financeur, et elle leur dit « Regardez les résultats de mes recherches ». Eux-mêmes, ignorant ce phénomène de revue prédatrice, peuvent financer ces start-up. Je ne sais pas quelle est l'importance de ce phénomène, mais des gens l'utilisent. Il faudrait une prise de conscience très générale de tous les acteurs du système pour envisager se sortir de ces pièges. Les préjudices liés à l'open access sont nombreux. Voici les 3 principaux. Le premier est le détournement de l'open access et son utilisation par les revues prédatrices qui portent préjudice au mouvement de manière générale. L'exploitation systématique des politiques d'ouverture par les revues prédatrices commence à entacher l'image de l'open access. Le second est que les revues légitimes qui cherchent à développer des stratégies d'open access peinent à le faire. Elles sont polluées par les spams des revues prédatrices. Il devient alors difficile de faire de la pub ou de proposer des services basés sur l'open science, à cause, entre autres, de l'ombre que font les revues prédatrices. Les revues prédatrices mettent tellement en avant le fait qu'elles sont en open access que certains assimilent désormais l'open access avec les revues prédatrices. Le troisième est le préjudice qui touche les auteurs et les lecteurs qui pensent lire des informations scientifiques validées et certifiées alors qu'elles ne le sont pas constamment au niveau des revues prédatrices. Bon, on vous a dit qu'il y avait d'un côté les revues légitimes et de l'autre les revues prédatrices. Mais aujourd'hui, il existe une zone grise, englobant des éditeurs et des revues aux pratiques douteuses, mais qui ne sont pas clairement identifiés comme prédateurs. Peut-on alors parler d'un continuum entre édition légitime et édition prédatrice ? Nous avons posé la question à M. Vincent Larivière. On a à un extrême les revues extrêmement, on pourrait dire restrictives, qui n'acceptent qu'une infime proportion des manuscrits soumis, 1, 2, 3, 5%. Et à l'opposé, on a les éditeurs qu'on qualifie de prédateurs qui, eux, acceptent tout. Dans tout ça, il y a évidemment donc des évaluations par les pairs qui sont plus complexes. Mais là où le continuum se brise, c'est au sein des éditeurs prédateurs où, dans les faits, il n'y a pas d'évaluation par les pairs du tout qui est fait. Et dans le cas d'Omix, ce qui était documenté, c'est qu'on faisait miroiter une certaine évaluation, mais qui ne se produisait pas. Donc, c'est là où il y avait fausse représentation, et c'est là où le FTC, le gouvernement américain, a réussi à gagner sa poursuite contre Omix. C'est donc pour fausse représentation, de ne pas faire ce que l'on dit que l'on fait. Donc, oui, au continuum, mais il y a quand même une certaine ligne de brisure qui est entre les éditeurs ou les revues qu'on qualifie de légitimes et celles qui sont illégitimes, du fait qu'on fait réellement une évaluation par les pairs. Même dans les revues, les moins importantes de Elsevier ou de Springer, il y a un éditeur et il y a des pairs qui vont faire une critique. Elle peut être assez superficielle, mais au moins il y en a une, alors que dans le cas des éditeurs prédateurs, il y en a tout simplement. En effet, les techniques de prédation ne sont pas toujours utilisées dans l'unique but de faire du profit express. Dans un paysage éditorial historiquement dominé par l'Occident,
Beaucoup de nouveaux éditeurs des pays dits du Sud emploient des techniques de prédation pour rattraper leur retard. Ils maximisent leur visibilité, alimentent autant que possible la production scientifique mondiale et tentent de convaincre les scientifiques de venir publier chez eux par le biais des mécanismes de la prédation. Certains d'entre eux ont même fini par atteindre le seuil de la légitimité en assurant une véritable évaluation par les pairs ainsi qu'un travail éditorial correct. Tout ça illustre bien que la prédation n'est pas une fin en soi. C'est avant tout un ensemble de pratiques éditoriales adoptées par des revues qui cherchent à tromper le scientifique sur la qualité de leurs informations. Un faux nom, un faux prestige, un faux facteur d'impact, mais surtout une fausse évaluation par les pairs. Finalement, la multiplication des revues prédatrices a peut-être un point positif, celui de mettre en lumière les failles du système de production scientifique qu'elles exploitent. La pression à la publication des chercheurs, l'inégalité du développement scientifique et éditorial à travers le monde, ou encore la marchandisation de la science.